Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble l'API Fetch en JavaScript. Donc Fetch, c'est une nouvelle chose qui est apparue dans le JavaScript, qui est aujourd'hui supportée par tous les navigateurs modernes et qui va vous permettre de faire des requêtes Ajax beaucoup plus simplement. Donc on ne va plus être obligé d'utiliser l'objet XHR, mais on va pouvoir directement utiliser Fetch qui a comme avantage principal de supporter nativement le principe des promesses. Donc vous allez pouvoir utiliser Fetch avec les mots-clés await et async. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de voir rapidement comment fonctionne Fetch et ensuite d'essayer de prendre un exemple concret qui aurait pu être écrit en XHR et le convertir justement avec Fetch pour voir comment ça va nous permettre d'économiser des lignes. Donc je tiens tout de suite à le préciser, dans cette vidéo, je ne m'attarderai pas forcément sur le fonctionnement des promesses, je vais partir du principe que vous les connaissez déjà. Si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous redirigerai vers une vidéo particulière où on parlera vraiment que des promesses. Nous ici, on se concentre avant tout sur Fetch. Donc cet objet fonctionne assez simplement. Vous pouvez vous rendre dans la documentation de MDN et vous allez cliquer ici sur les méthodes. Donc Fetch peut prendre plusieurs méthodes. On a d'abord l'entrée et ensuite init. Donc on nous dit l'entrée, ça peut être soit une chaîne de caractères, soit un objet de type request. Et init, ça va être un objet de configuration. Donc basiquement, si on souhaite faire simplement une requête en get, il suffit de passer à Fetch une simple URL. Donc je n'ai pas forcément sous la main un serveur, donc on va utiliser JSON Placeholder. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un site qui vous donne en fait des faux appels API et qui vous renverra du JSON. Donc on va prendre par exemple l'appel à /users qui nous renvoie une liste d'utilisateurs. Donc si je veux faire ça avec Fetch, il me suffit simplement de faire un coup de Fetch. Je lui passe en premier paramètre l'URL et ensuite ça va me renvoyer une promesse. Promesse qui se résoudra si jamais le serveur répond à notre requête, même s'il répond avec une 404 ou une 500, et sinon ça échouera si jamais il n'y a pas de réponse. Donc moi dans ce cas-là, je vais mettre un point ven, et dans la résolution, on aura comme paramètre la réponse, qui sera un objet de type response. Donc si vous vous rendez dans la documentation, c'est important de savoir où chercher, vous avez ce nouvel objet, donc on va revenir un cran en arrière, qui est l'objet response, qui représente une réponse qui est faite par le navigateur. Donc cet objet va contenir différentes propriétés. Donc on a par exemple la propriété OK qui permet de savoir si oui ou non on a eu un retour correct. Donc si on a eu un retour de type 200 ou plus, dans ce cas-là ça nous dit OK. Si on a un retour de type 300, 400, 500 ou autre, ça nous dira false. Et vous avez aussi quelques méthodes que vous pouvez utiliser dessus, dont notamment la méthode JSON qui va permettre automatiquement de convertir le contenu en JSON. Et ça c'est plutôt intéressant parce qu'avant on était obligé de prendre le résultat sous forme de texte et de faire un parse. Donc c'était pas très pratique. Par contre, il faudra faire attention, cette méthode JSON renverra elle-même une promesse. Donc ça veut dire que ça ne renvoie pas directement le résultat, mais ça renvoie une promesse. Donc ici, je peux lui dire, lorsque tu obtiendras une réponse, je veux que tu la parses en JSON et que tu la retournes. Alors pour ceux qui ne seraient pas encore très à l'aise avec la syntaxe, je vais l'écrire en entier, comme ça sera plus clair. Donc là, on retourne un response.json. Donc ce que l'on retourne ici, c'est une promesse, ce qui veut dire qu'après, on peut enchaîner les promesses. Et on peut dire ici, .ven, et alors j'aurai une fonction. Et dans cette fonction, j'aurai le résultat de ce response.json. Si je regarde de quoi il en retourne, j'obtiens simplement un objet représentant les données. Donc ici, je peux lui demander, en paramètre, j'aimerais bien avoir les données, et j'aimerais bien que tu me les affiches avec un simple console.log de data. Donc voilà à quoi va ressembler un appel Ajax avec la fonction fetch. Si je regarde au niveau de ma console, je me retrouve bien ici avec mon tableau contenant les 10 utilisateurs. Donc si on choisit de partir à fond sur le S 2015, c'est encore plus simple. Ici, on peut lui dire directement, je veux que tu fasses un console.log des données. Et à cet endroit-là, on peut lui dire directement de faire un response qui retournera response.json. Donc on économise quelques lignes. Et on peut aussi se simplifier la vie en utilisant les mots-clés await et async. Si par exemple, je décide d'avoir une méthode, donc on va créer une fonction qui va s'appeler getUsers, ça sera une fonction qui va être asynchrone du coup. Hop. Je peux lui dire, je veux que tu attendes de récupérer les données et de les parser. Donc ici, je peux faire un let data égale await de ce truc-là. Et lorsque j'ai les données, je peux faire un console.log de data. Donc c'est un petit peu plus simple. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est le fait en fait qu'on ait vraiment ce response.json qui est un truc qui va retourner une promesse. Je trouve que ça oblige un petit peu à découper le code. Donc on pourrait tout à fait faire quelque chose comme ça. On ferait un let response égale await de fetch.
Et une fois qu'on a la réponse, on ferait let data égale await de response.json, parce qu'on doit attendre la conversion du JSON en objet. Et après, enfin, on peut faire le console.log de data. Ce qui nous donne ici ensuite un simple appel à getUsers pour envoyer les utilisateurs. Donc l'avantage, c'est que vu que c'est toujours des promesses, on peut faire await pour attendre un retour. Et c'est beaucoup plus simple, évidemment, que le principe de XHR où il faut créer l'objet, ensuite bind un événement dessus. Là, c'est beaucoup plus pratique. Alors par contre, qu'est-ce qui se passe si j'essaie d'appeler quelque chose qui n'existe pas? Imaginons, je me dis, je vais appeler une URL qui n'existe pas du tout dans l'API. J'appelle cette URL-là. Donc par défaut, si je sors mon inspecteur et que je regarde dans la partie réseau, on voit que ça me donne ici un retour de type 404. Donc il faut bien faire attention à ça. Si vous appelez n'importe quoi, lui, il va quand même considérer que ça a bien fonctionné. Il faudra toujours ensuite vérifier est-ce qu'on a eu une réponse valide. Donc on fera if response.ok. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on a un statut de type 200 et on peut faire notre résultat. Sinon, on peut décider de faire des choses différentes. Par exemple, on peut récupérer l'erreur qui serait renvoyée par le serveur et afficher quelque chose. Donc nous, ici, on pourrait faire un console.log ou .error et mettre retour du serveur de point et on mettrait le response.statucode par exemple. Et là, on me donne bien un retour du serveur 404. La seule fois où en fait il va véritablement échouer, c'est lorsque vous essayez de contacter quelque chose qui n'existe pas. Si j'essaie de contacter 127.0.0.1 et on va essayer d'appeler quelque chose sur le port, voilà, je choisis un port un peu au pif. Dans ce cas-là, c'est quelque chose qui effectivement n'existera pas et on aura une résolution de la promesse qui va être une erreur. Donc si vous utilisez le await, il faudra entourer ça d'un try. Hop, et vous mettez tout votre code dans le try. Hop. Et après, vous pouvez capturer l'erreur avec un petit catch et on capture l'erreur. Et on fait un console.log de E pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Et on obtient une type error où on nous dit que le réseau n'a pas réussi à atteindre la ressource. Donc vous pouvez gérer ce type d'erreur et faire ce que vous voulez en fonction. Donc encore une fois, ce n'est pas des choses que j'invente, c'est tout simplement disponible dans la documentation. Si vous regardez, on va revenir en arrière sur la partie fetch global. Lorsque la promesse est rejetée, elle va renvoyer un type error qui contiendra le message du serveur. De la même manière, ce qui est intéressant aussi avec ce système de promesses, c'est que vous pouvez avoir des erreurs qui se déroulent un petit peu plus loin. Imaginons, j'essaie d'appeler une page qui est une page HTML. J'appelle la page courante, donc ça serait cette URL-là. Donc automatiquement, ça me renvoie de l'HTML et pas du JSON. On voit que dans ce cas-là, c'est cette ligne-là qui va poser problème et on va avoir une erreur de type syntax error lorsqu'il va tenter un JSON.parse. Donc l'avantage, c'est qu'on peut capturer toutes les erreurs globalement, on n'en capturait une qu'à un seul niveau. Donc on pourrait aussi choisir d'entourer seulement le response.json d'un try-catch. Alors voilà pour le principe de base. Là, ça permet d'envoyer des requêtes en get. Mais qu'est-ce qui se passe si je veux poster des choses? Donc on va prendre cette URL-là et on va essayer de poster des informations. Donc je vais revenir sur JSON placeholder et on va prendre cette URL. Donc dans ce cas-là, lorsque vous utilisez fetch, vous avez un second paramètre qui va contenir des options. C'est ce qui est expliqué dans la documentation et ces options peuvent prendre différentes clés. Donc on va d'abord avoir une clé méthode qui va permettre de spécifier si on souhaite envoyer en get, en post, en put ou autre. Donc nous, on va souhaiter poster les choses. Alors, je vais peut-être garder ça en mémoire. Je vais laisser ici le /users et on va créer une seconde méthode. Comme ça nous permettra de séparer les deux exemples. Donc là, on va appeler insert post. Ça sera une fonction qui sera donc asynchrone et qui fera un let response égale await. On va attendre la résolution de cette promesse-là et on va contacter ce lien-là. Mais on le contacte cette fois-ci en allant sur le chemin post. Et attention, on passe en second paramètre notre objet. Et on va préciser une méthode. Donc la méthode à utiliser, c'est la méthode post. Ensuite, on peut préciser des en-têtes. Alors typiquement, une en-tête que l'on va vouloir utiliser ici, ça va être une en-tête pour lui préciser comment on va lui envoyer les données. Donc je vais lui préciser une en-tête pour le content-type et on va lui dire je t'envoie du application/JSON. Voilà, comme ça, il saura que les données sont envoyées en JSON. Ensuite, on a le body. Alors le body peut prendre différents formats. Ça peut être simplement un objet Ça peut être simplement une chaîne de JavaScript ou ça peut être aussi un objet de type form data. Donc on parlera du form data lorsque l'on fera l'exemple. Donc nous, dans notre cas, on va envoyer les données sous forme de JSON.
Donc on s'imagine ici prendre en paramètre les données sous forme d'objets JavaScript. Et lorsqu'on les envoie au niveau de la requête, il faudra faire un stringify pour les envoyer sous forme de chaîne de caractères. Donc au niveau de ma méthode, ici, ça ne sera plus get users, mais ça sera insert post. Et je m'imagine insérer un article qui aurait comme nom Jean et comme âge 29. Bon, c'est juste un exemple ici. En plus, ce n'est pas vraiment un article, mais c'est pour vous montrer les choses. Alors pour l'instant, je n'interprète pas la réponse, on va simplement voir si au niveau de notre requête, ça fonctionne correctement. Si je regarde au niveau de mon onglet réseau, hop, j'ai bien une requête en post vers cette URL-là. Alors par contre, il me répond avec une 404 parce que j'ai oublié le S ici à post. Donc si je resoumets les informations, on voit bien que les données sont postées et je reçois une réponse qui contient les informations que j'ai envoyées avec un ID. Donc là, le principe est absolument le même. On peut vérifier est-ce que la réponse est OK. Si la réponse est OK, on va lui dire j'ai besoin de récupérer les informations. Donc je fais un response.json. Et si la réponse n'est pas OK, je peux récupérer les erreurs. Donc si jamais vous avez l'intention de formater les erreurs aussi en JSON, vous vous embêtez pas. Vous vous dites, là je parse les informations et après je vais faire if response.OK. Dans ce cas-là, je traite les données d'une certaine façon et sinon j'affiche les erreurs dans mon formulaire. Là après, libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Vu que nous, on n'a pas forcément de traitement dans cette vidéo-là, on va se contenter de faire, quoi qu'il arrive, un petit console.log de data. Si je réactualise la page et que je vais dans la partie console, alors j'ai une petite erreur, oui, parce que ici data est déjà utilisé en haut. À la limite, on peut l'écraser, mais sinon, on va faire response data pour éviter de mélanger les deux choses. Et dans ce cas-là, on obtiendra bien la réponse du serveur qui sera mes informations que j'ai soumises avec en plus l'ID de l'utilisateur enregistré. Donc à partir de là, après, je peux faire un response.data.id et faire ce que je veux. Donc voilà pour le principe de base de fetch. Donc il faut savoir qu'il y a aussi d'autres choses que vous pouvez faire. Si vous regardez, il y a d'autres objets. Vous pouvez par exemple choisir de construire une requête plutôt que simplement envoyer une chaîne de caractères et les objets. Donc vous avez cet objet request qui représente justement une requête. Et vous pouvez lui passer les URL, les entêtes, ce genre de choses. Cet objet est automatiquement initialisé. Au niveau de son constructeur, il prend les mêmes paramètres que les paramètres que vous mettez au niveau de fetch. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait s'imaginer ici construire un nouvel objet request et construire un nouvel objet request. Et on lui passerait en paramètre les mêmes informations. Et ensuite, on passerait cet objet à fetch. Alors dit comme ça ne présente absolument aucun intérêt et je suis complètement d'accord avec vous. Mais l'avantage, c'est que ça peut vous permettre, dans une structure de code un petit peu propre, de construire en fait des objets request que vous allez ensuite envoyer à fetch. Donc ça peut permettre un meilleur morcellement du code. Et on peut s'imaginer aussi, pour les tests unitaires, c'est mieux d'avoir des objets séparés plutôt que simplement tout balancer à fetch. De la même manière, si je reviens en arrière, vous avez un objet headers qui permet de représenter les entêtes à envoyer de manière un petit peu plus complète. Et l'avantage, c'est que vous avez des méthodes comme append, delete, entries et compagnie. Donc ça peut vous permettre de rajouter ou de supprimer des éléments aux entêtes sans forcément avoir à directement recréer un objet qui contiendrait toutes les clés. Donc je n'ai pas forcément eu encore beaucoup l'occasion de l'utiliser, mais ça peut être intéressant d'avoir un objet default headers par exemple, et ensuite de faire des append et de rajouter des choses. Donc voilà pour le principe de base. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre un exemple un petit peu plus concret. On va aller sur graphicart.fr et on va essayer de reproduire ce que l'on avait fait dans la partie XHR de la formation JavaScript. Donc dans cette formation-là, on avait fait simplement une soumission de formulaire. Donc le code, si je vous le remontre, je vais afficher la navigation. Hop. On avait une page PHP qui affichait simplement un petit formulaire et ensuite on avait une page de traitement qui envoyait le formulaire. Et au niveau du JavaScript, on avait toute cette partie avec l'objet XHR où on gérait la partie compatibilité avec les anciens navigateurs. On récupérait notre formulaire, on construisait notre form data, on envoyait les informations, donc là on récupérait notre objet XHR. Ensuite, on écoutait l'événement onReadyStateChange, on vérifiait le statut. Si le statut était de type 200, on faisait quelque chose. Et si le statut n'était pas de type 200, on parsait les informations pour afficher les erreurs. Donc on avait beaucoup de traitements et vous allez le voir, ça va être simplifié avec la nouvelle API. Donc je vais prendre ce fichier app.js et le renommer app.fetch.js. Et on va essayer de reproduire la même logique en utilisant justement l'objet fetch. Donc je supprime mon fichier index.html parce qu'il ne sert plus à rien
Et au niveau de mon fichier index.php, tout à la fin, je vais charger app.fetch.js. Donc au niveau de ce fichier-là, on ne va plus avoir besoin de toute cette partie-là où on s'embêtait avec un objet XHR. Je vais remplacer tous mes var par des let, parce qu'on est quand même en ES 2015, autant en profiter. Et je réactualise ma page. Donc au niveau de cette partie-là, on récupère les données du formulaire et on obtient ici des form data. L'avantage des form data, c'est que c'est directement compréhensible par fetch. Fetch, dans la partie body, accepte ce genre de choses. Donc ici, je peux directement lui dire, je vais faire un fetch. L'URL, je la récupère grâce à l'attribut action de mon formulaire, donc ça ne change pas. Le fetch est automatiquement asynchrone, donc je n'ai pas besoin de préciser que je veux faire les choses de manière asynchrone. En revanche, j'ai des options. Je vais préciser que la méthode, ça va être en post. Ça, c'est important parce que je souhaite soumettre un formulaire. Donc, ça me permet déjà de supprimer ça. La partie xRequestedWith permettait à mon serveur PHP de savoir que je faisais un appel en Ajax. Donc ça, c'est quelque chose que je souhaite conserver. Donc, je vais lui préciser ici, je vais avoir des entêtes et l'entête xRequestedWith aura comme valeur cette valeur-là. Donc là, je ne fais que de la traduction. Enfin, il va falloir préciser ce que je souhaite envoyer. Donc body, tout à l'heure, on avait utilisé une chaîne de caractères, mais on peut aussi envoyer un objet de type form data. Donc je pourrais limite construire mon form data à cet endroit-là. Je ne sais pas si j'ai peut-être besoin des données plus tard, je vais peut-être le laisser comme ça. Donc là, dans le body, je vais directement mettre mes données. Donc ça me permet de supprimer tout ça. Ensuite, dès que je fais fetch, je vais récupérer les résultats. Donc je vais faire un when, je ne vais pas utiliser le async et le await, pour l'instant, et je vais avoir une fonction qui va prendre en paramètre la réponse. Donc cette réponse, elle peut être OK, et dans ce cas-là, on va parser les informations et après faire des choses, ou elle peut être non OK, et dans ce cas-là, on parse les choses. Donc quoi qu'il arrive, ici, au final, on parse les choses. Donc je peux mettre un return de response.json. Comme ça, je retourne une nouvelle promesse que je peux continuer à résoudre. Je vais utiliser la syntaxe ES 2015 pour aller un petit peu plus vite ici. On fera un response.json. Voilà, on renverra directement le résultat. Maintenant qu'on a ce résultat-là, on va pouvoir faire un when.fn et on fera une fonction qui prendra en paramètre les données et qui fera le traitement. Et c'est là que je trouve que le response.json était un petit peu dommage, c'est que ici on a envie de savoir si les données ont répondu correctement ou non. Donc on a besoin de l'objet response. Donc si on utilise le chaînage des promesses, ça ne fonctionnera pas ici. Ce qu'il faudra faire, c'est utiliser un when à cet endroit-là et lui dire, bon, ben, dans ce cas-là, on va effectivement avoir les données, et après, on peut faire quelque chose. Donc pour le coup, c'est pas forcément tip-top d'un point de vue écriture, quand on le relit après, on comprend plus trop de quoi il en retourne. Donc c'est là que les sync et le await sont pour moi beaucoup plus pratiques. Donc ce que l'on peut faire à cet endroit-là, c'est dire que cette fonction est maintenant asynchrone. Lorsque l'on fait un fetch, on va attendre pour obtenir la réponse, comme ceci. Ensuite, une fois que l'on a la réponse, on va obtenir les données. Donc on fera un let et on va appeler ça response data pour ne pas rentrer en collision avec data qui a déjà été définie. Et on fera un response.json. Donc attention, ces deux fonctions doivent être asynchrones. Donc du coup, on fait un await à chaque fois. L'avantage, c'est que ça nous permet de supprimer ça. On peut supprimer ça, ça aussi. Et ici, la vérification, c'est simplement un if response.ok et false. Si c'est false, dans ce cas-là, on gérera les erreurs. Et si c'est bon, dans ce cas-là, on fera le code que l'on faisait. Alors, on n'a plus besoin du json.parse, donc on va le supprimer. Et de la même manière, dans le cas des erreurs, on n'en a plus besoin. Juste, on peut peut-être faire ici un errors égale response data. Comme ça évite de casser tout notre code. Et à cet endroit-là, on faisait un query selector et on n'utilisait pas du tout le résultat. Donc la variable était déclarée un petit peu pour rien. Et une fois que l'on a fini, on réactive le bouton et on mettait le contenu par défaut. Donc on le voit ici avec les mots-clés await et async, ça permet d'écrire le code de manière assez naturelle. Donc quand on le relit, on comprend le déroulé de notre système. Donc c'est beaucoup plus naturel et beaucoup plus facile à faire. Donc maintenant, on devrait être bon et on va essayer de soumettre les informations. Donc je réactualise ma page, je clique sur envoyer et je vois bien que j'ai les différentes erreurs qui s'affichent convenablement. Et notre serveur répondait donc avec une partie 400, oui c'est ça, et on voit nos paramètres qui sont envoyés, donc qui sont envoyés au format form data,
D'ailleurs, dès que vous passez un form data à cet endroit-là, dans la partie body, vous pouvez voir que dans les entêtes de la requête, dans le content type, il a automatiquement mis multipart form data. Contrairement à tout à l'heure où on mettait un content type application/JSON, si vous envoyez un form data, l'objet fetch va automatiquement s'occuper d'envoyer les bonnes entêtes et d'expliquer au serveur comment les données sont envoyées. Maintenant, si j'essaie de soumettre des informations qui sont correctes, on va mettre Jonathan, l'email, on va mettre contact@demo.fr et on mettra un message tout bidon. Je clique sur envoyer. Les informations se sont bien postées, mon formulaire a été correctement vidé et l'email a été correctement envoyé. Donc je n'ai pas mis de message de validation, je n'ai pas non plus capturé les emails, mais voilà, c'était cette logique-là que l'on faisait lorsque les choses se sont bien faites. Par contre, il faudra faire attention, il y a un dernier cas que l'on doit gérer, c'est le cas où dans notre formulaire, ou tout simplement dans le cas où notre serveur venait à ne pas répondre du tout. Donc dans le formulaire, si je mets alors pas une page qui n'existe pas, parce que dans ce cas-là, si je mets par exemple, on va imaginer ce dossier-là. Si j'essaie de resoumettre les informations, dans ce cas-là, c'est le JSON parse qui va poser problème. Donc si on veut capturer les erreurs quoi qu'il arrive, ce que l'on peut faire, c'est au niveau de notre app.fetch.json, toute la partie où on sait que ça peut gérer des exceptions, c'est toute cette partie-là. On va faire un try, on met tout notre code dans le try, on laisse la partie qui désactive les boutons et tout ça parce que ça, elle doit se dérouler quoi qu'il arrive, et ensuite on met notre catch. Donc le catch, il sert vraiment dans le cas ici où on aurait des erreurs qu'on n'attendait vraiment pas. Donc dans ce cas-là, on peut partir sur une gestion d'erreurs un petit peu plus brouillon où on mettrait simplement un affichage, une alerte à l'utilisateur en lui disant ben voilà l'erreur, mais après tu peux me l'envoyer par mail pour m'informer, mais je peux pas, j'aurai pas plus d'informations que ça. Si je clique sur envoyer, automatiquement, ben voilà, ça me renvoie ça et ça renvoie notre petite erreur. Si jamais j'essaie de contacter un serveur qui n'est pas contactable, par exemple au niveau de mon formulaire, je mets ici mon adresse IP, http://127.0.0.1 et je vais appeler le port 5777. Voilà, port qui n'existe pas ou en tout cas sur lequel mon ordinateur n'écoute pas. Dans ce cas-là, il va envoyer les informations et au bout d'un moment, il va abandonner et renvoyer une erreur de type network attempting. Donc après, à vous de capturer ces erreurs-là pour afficher des messages plus significatifs à votre utilisateur si jamais vous savez que c'est des erreurs qui risquent d'arriver assez fréquemment. D'ailleurs, petite précision, la partie fetch ne précise à aucun moment le timeout qui va être possible d'appliquer. C'est-à-dire que c'est le navigateur qui va décider si votre ressource n'est pas disponible. Ce n'est pas vous qui pouvez piloter et dire au navigateur, bon ben je veux faire un fetch, j'ai un serveur qui est super lent et si ça ne répond pas au bout de X secondes, je veux une erreur. Non, c'est vraiment le navigateur qui va piloter ça et si vous vous rendez au niveau de la documentation, vous allez le voir dans la partie options, vous n'avez aucune option à ce niveau-là. Les seules options qu'on n'a pas vues, donc on a vu méthode, headers et body. Vous avez le mode à utiliser. Donc vous pouvez lui dire je veux n'appeler que les choses qui ont la même origine. Ou vous pouvez faire des requêtes CORS pour du multidomaine. Vous pouvez spécifier des credentials. Donc ça c'est intéressant si jamais vous envoyez des informations sur un autre serveur et que vous avez besoin d'informations de connexion. Encore une fois, ce n'est pas un truc que j'ai beaucoup utilisé. Vous pouvez lui demander d'utiliser ou non le cache navigateur. Donc ça peut être intéressant pour optimiser encore une fois les performances. Le redirect, ça permet de suivre en fait les redirections. Si vous appelez une première ressource qui redirige vers une autre, vous pouvez lui dire non mais ne suis pas la redirection et dis-moi j'ai récupéré une réponse de type 301 avec un redirect et je ne l'ai pas traité. Ou continue à être redirigé et tu me donnes la réponse finale. Le référeur, ça permet de spécifier le référent. Le référeur policy, c'est pour la politique associée. Et l'intégrité, ça permet de donner une clé qui permettra de vérifier l'intégrité de la sous-ressource. Donc voilà pour le principe de base. Donc globalement, en fait, ce n'est pas quelque chose qui est très compliqué. Si vous êtes bien déjà à l'aise avec les promesses, c'est très très simple. Vous avez deux choses à retenir. Vous faites un fetch, vous lui passez l'URL et ensuite les options. Et ça vous renvoie une promesse qui vous renvoie un objet de type response. Sur cet objet, vous pouvez faire différentes choses, mais ce que l'on va faire en général, c'est utiliser la méthode JSON. Méthode qui elle-même renvoie une promesse qui se résoudra avec les données parsées ou qui échouera avec une erreur de type syntax error si les informations ne sont pas au format JSON. Donc avec simplement ces deux méthodes-là, on peut maintenant faire des appels beaucoup plus simples aux API. Et vous le voyez ici, dans ma logique, c'est beaucoup mieux à l'écriture que la méthode précédente où on avait des callbacks de callbacks et on se mettait à écrire de sans condition. Donc l'avantage, c'est que ça permet d'avoir un code qui est beaucoup plus lisible. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!